commence. Ici Olivier Brett, bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer. Cette semaine, on rencontre l'autre étoile montante chez l'Impact de Montréal, Anthony Jackson-Hamel. Pour notre débat de la semaine, on se demande si on devrait avoir une équipe de MLS dans la vieille capitale pour créer une rivalité avec Montréal et développer une plus grande culture soccer au Québec. On débute dès maintenant cet épisode avec ce joueur de Québec qui, lorsque Mauro Biello l'utilise, apporte une présence percutante sur le terrain, Anthony Jackson-Hamel. Le joueur de l'heure vous est présenté par Puma. Pour notre segment Les joueurs de l'heure, on rencontre celui qui fait une grande différence avec pourtant bien peu de minutes jouées. Le natif de Québec, Anthony Jackson-Hamel, semble lui aussi sur le point de devenir un modèle pour nos jeunes joueurs. Alors, en entrevue avec Anthony Jackson-Hamel de l'Impact de Montréal, bienvenue à Génération Soccer. Merci, ça fait plaisir. Petite question, tu es natif de la région de Québec, donc pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours au niveau foot avant de te joindre à l'organisation de l'Impact? J'ai joué avec l'Impact Junior de Québec-Centre. J'ai joué avec plusieurs équipes à Québec avant de partir pour m'en venir au CNHP ici à Montréal. Donc, ouais, j'ai joué avec quelques équipes Dynamo, Québec-Centre. C'est ta 4e saison avec l'Impact et on a l'impression qu'enfin tu récoltes les fruits de ton dur travail. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette saison où tout semble bien fonctionner pour toi? Ouais, ça se passe super bien. Quand j'ai une chance, je la mets au fond du filet. Après, c'est sûr que ça serait mieux avec plus de victoires de l'équipe, mais moi, je fais mon travail puis j'essaie de continuer comme ça. Anthony est très conscient que rien n'est acquis. Il doit travailler encore très fort pour devenir un joueur titulaire. Autrement dit, pour gagner son poste pour de bon. Au début de la saison, on a fait rentrer certains joueurs à ta place, dont Nick Depuis et tout ça. Est-ce que tu as trouvé ça difficile ou au contraire, ça t'a juste donné plus de motivation pour t'entraîner plus fort et prouver à l'équipe que tu mérites ces minutes? Non, c'est sûr que c'est difficile. Mon objectif, c'est d'être numéro 1. Puis si on me dit que je serais même pas numéro 2, c'est sûr que c'est pas toujours facile. Mais après, c'est de continuer à travailler fort, puis de toujours travailler, puis d'arriver à ses objectifs. Pour le moment, tu es à égalité au sommet des buteurs de l'Impact avec Nacho Piatti, 4 buts. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as cette éclosion cette année, surtout avec si peu de minutes jouées? J'ai les occasions devant le but, puis après, c'est à moi de les mettre au fond. C'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, mais justement, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, donc j'essaie d'en profiter dès qu'il y en a une. Avec l'absence prolongée de Matteo Mancosu, est-ce qu'on risque de te voir plus souvent au cours des prochains matchs, surtout que tu performes bien depuis le début de la saison? J'espère bien. Après, on va voir c'est quoi qu'ils vont décider. Un peu de rivalité à l'interne, c'est toujours bon. Pour le moment, Matteo Mancosu, qui est blessé, est le buteur numéro 1 du club. Est-ce que tu es à la recherche du poste de partant vraiment au sein de ce club-là? Est-ce que vous êtes conscient à l'interne que c'est ce que tu veux aller chercher? Tu veux toujours être partant. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est capable de se contenter du poste de numéro 2. Donc, moi, je vais travailler fort, essayer de prouver aux entraîneurs que j'ai ma place en tant que numéro 1, puis à faire tout en mon pouvoir pour l'être. Tu as eu tout un exemple ici au cours des dernières saisons avec Didier Drogba, un des meilleurs buteurs de tous les temps au niveau soccer. Est-ce que ça t'a aidé de le voir s'entraîner, de le voir comment il se positionnait sur le terrain? Est-ce qu'il t'a donné des conseils pendant qu'il était ici? Oui, bien sûr. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Après, pour nous, les jeunes attaquants, c'est bon de l'avoir avec nous, donner quelques conseils au niveau tactique, technique et tout devant le but. Donc ouais, ça a été bon pour mon cheminement. Anthony semble aussi vouer une grande admiration et beaucoup de respect pour son mentor, Patrice Bernier. Tu as ici un Québécois, Patrice Bernier, qui a connu toute une carrière. Est-ce que tu trouves ça encourageant de voir qu'un petit Québécois peut connaître une aussi belle carrière au niveau soccer? Oui, c'est sûr. Je dirais un grand Québécois. Pas un petit Québécois, un grand Québécois. Je pense que Patrice nous a tous un peu ouvert la porte, si on peut le dire comme ça. C'est un bon modèle à avoir ici dans l'équipe pour tous les jeunes qu'il y a ici. Tu joues également pour la formation nationale du Canada. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses du nouveau sélectionneur Octavio Zambrano? Ouais, c'est un gars qui amène beaucoup d'expérience. Je pense qu'il va amener sa propre vision des choses. Ça peut être bon pour l'équipe nationale. Après, ça reste les joueurs sur le terrain qui performent, mais on va voir comment ça va se passer. Tu as certainement entendu parler de ce plan à 3 pays, Mexique, États-Unis et Canada, d'accueillir la Coupe du Monde en 2026. Est-ce que ce serait un rêve que de pouvoir jouer en Coupe du Monde ici même, dans ton propre pays? Ouais, je pense que c'est un rêve pour tous les joueurs de foot autour du monde, c'est de jouer la Coupe du Monde. Je pense que c'est l'objectif ultime. Après ça reste ici au Canada, ça serait super de pouvoir y participer.
que tu crois vraiment aux chances du Canada de se qualifier peut-être pour 2022? On sait que ça a été plus difficile cette année pour la Coupe du monde 2018. Oui, il y a un bon groupe de jeunes qui sont en train de monter. Je pense que tout est possible. Je ne vois pas pourquoi le Canada ne pourrait pas se qualifier. Anthony, tu es originaire de la région de Québec. Est-ce que tu sens cette importance de représenter la région de Québec quand tu joues pour l'Impact, quand tu joues pour la formation nationale? Oui, c'est sûr. Même quand je suis allé à Québec, je suis allé voir des jeunes, ce que je leur ai dit, le message, c'est que tout est possible. Je me sens un peu comme la preuve que c'est pas à cause que tu viens de Québec que c'est pas possible de finir professionnel ou à un haut niveau. Donc, ouais, c'est sûr que c'est bon d'être capable de montrer ça aux jeunes. Pour terminer, Anthony voulait saluer la population de la région de Québec, d'où il est originaire. Fait qu'un petit salut au monde de Québec, à tous les joueurs de soccer au Québec, à Québec spécifiquement, à la famille. Je fais un petit salut. Anthony Jackson-Hamel, merci beaucoup pour cette entrevue. On te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison. Merci beaucoup à vous. Au retour de la pause, on vous présente la finale provinciale de futsal du Québec. En mars dernier avait lieu la finale provinciale pour connaître le représentant québécois au championnat canadien de futsal. Regardez bien ce reportage aux images foudroyantes. Cette semaine, nous vous présentons le match de la finale provinciale de futsal qui opposait la meilleure équipe de la région de Québec à la meilleure équipe de Montréal. Dionic, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'événement qui se passe ici aujourd'hui? Oui, donc il y a la finale aujourd'hui des deux ligues de futsal du Grand Québec et de Montréal. Et pourquoi ça se passe à Trois-Rivières? Tu viens de le mentionner, on a les meilleurs de Montréal contre les meilleurs de Québec. Pourquoi Trois-Rivières? Bien, évidemment, c'est parce qu'on est la ville la plus cool. Mais honnêtement, c'est vraiment parce que pour la distance, on est vraiment entre deux, Québec et Montréal. Donc la fédération a décidé que c'est une bonne chose d'avoir cette distance-là pour les deux. Tu connais un peu les équipes en présence. Est-ce que tu crois qu'on aura droit à un beau spectacle? Oui, justement, j'ai regardé quelques équipes justement à la Coupe du Québec. Donc je pense que ça va être un bon spectacle. C'est très bien pour Trois-Rivières de voir ces matchs-là ici. Merci beaucoup, Dionic. Plaisir. Cette compétition représente un défi de taille pour l'équipe de Québec qui, contrairement à Montréal, évolue dans une région où il y a un plus grand nombre de joueurs et d'équipes. On est avec Erwan et Étienne de l'équipe de Lévis. Félicitations tout d'abord pour votre parcours et votre présence dans cette finale. Merci. Merci beaucoup. Le futsal à Montréal est quand même assez développé. Est-ce que vous vous sentiez comme une équipe négligée avant cette finale? On se ne cacherait pas que la Ligue à Montréal est un petit peu plus forte que la Ligue à Québec en ce moment. Je pense qu'on arrive ici avec un petit peu moins de matchs dans les jambes. On joue un petit peu moins souvent en équipe. Par contre, on a une grande capacité d'adaptation. Donc, je pense que sur le match aujourd'hui, on s'en est bien sorti. L'équipe de Québec, qui tirait de l'arrière 5-0 en première mi-temps, a démontré une détermination digne des pros, avec 3 buts en deuxième demi. Il vous manque des joueurs importants aujourd'hui, mais vous êtes resté dans le match jusqu'au bout et vous leur avez donné un match jusqu'à la fin. Ils ont eu vraiment chaud. Parlez-nous un peu de votre état d'esprit. Comment vous avez réussi à rester aussi motivé? Au début du match, on s'est dit on tente le tout pour le tout. C'est notre mentalité. 4-0, 5-0, peu importe. Là, nous, on va jamais lâcher. Là. On est déjà revenu par des scores comme ça. Donc les gars, en l'espace de 2 semaines, on a affronté 2 équipes très, très fortes de Montréal en 3 matchs. Est-ce que vous avez pris de l'expérience? Est-ce que ça va vous aider pour l'année prochaine, ce genre de match? Oui, c'est certain. Ça va vraiment nous aider. Les 2 équipes qu'on a affrontées, autant en Grenadier qu'à Outlaws, les 2 derniers matchs, c'est des très, très bonnes équipes qui jouent avec un style vraiment plus futsal. Vous nous avez fait un beau spectacle, les gars. Je vous félicite. Merci. Merci beaucoup. L'entraîneur du Sporting avoue que les gars de Québec leur ont donné chaud en deuxième demi. La deuxième mi-temps, ça a été la plus difficile pour nous parce que mentalement, avec un 5-0, c'est sûr qu'on pense directement que le match, il est à nous. Les jeunes, ils n'ont plus de la motivation. Les gars, ils veulent plus, ils se donnent plus comme ils ont commencé le match. Marwan, tu gères le banc. Tu fais les changements, tu gères l'effectif. Je veux te poser une question spécifique par rapport à un de tes joueurs. C'est une des premières fois que je vois ça. Tu es un joueur qui a joué tout le match. Il n'est jamais sorti. Parle-nous un peu de ça. Mohamed Farsi, pour moi, je l'ai depuis qu'il a 12 ans à l'école secondaire Georges Vanier. Je le coach depuis. Puis c'est un gars qui ne va jamais baisser de niveau. C'est un gars qui est capable de garder le même rythme du début à la fin. Ce n'est pas la première fois qu'il joue tout le match. Il a joué beaucoup de matchs il n'est pas sorti. Puis sérieusement, à 17 ans, faire ça, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Écoutons justement les impressions de notre principal intéressé.
J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette équipe de Lévis qui vous a quand même donné un peu de difficulté vers la fin par rapport aux équipes de Montréal. C'est quoi leur force, c'est quoi leur faiblesse? Mais en fait, c'est une équipe qui lâche pas. Qui perdent 5-0, eux, ils n'ont pas lâché. Ils ont continué, ils ont persévéré. Puis selon moi, ça a porté fruit parce qu'ils sont allés jusqu'au 5-3. Puis ils ont jamais lâché du début jusqu'à la fin. Puis selon moi, c'est une grande force qu'ils ont, c'est qu'ils abandonnent pas. Ils ont du cœur. Puis c'est ça. Félicitations encore les gars et je suis persuadé que vous allez nous rendre fiers au championnat canadien. Bonne chance. Merci. Merci. Pour terminer, l'équipe de Montréal a aussi remporté le championnat canadien. La jeune équipe du Sporting Outlaws est désormais l'équipe à battre dans tout le Canada. On termine sur ces images électrisantes de cette finale Québec-Montréal. Au retour de la pause, l'une de nos rares jeunes gardiennes à avoir participé aux compétitions de la CONCACAF, Sophie Guillemette. La jeune gardienne Sophie Guillemette est certainement l'un de nos plus beaux espoirs canadiens chez les dames. Geneviève Tardif l'a rencontrée. Les futurs pros vous sont présentés par le lait au chocolat. Notre reporter Geneviève Tardif rencontre l'une des jeunes gardiennes de but les plus prometteuses au Canada, Sophie Guillemette, du Centre national de haute performance. Sophie, bienvenue à Génération Soccer. Merci. Tu n'as que 16 ans et tu as participé aux Jeux de la CONCACAF en 2016. Parle-nous de ton expérience. C'était à Orlando, en Floride. Fait que déjà là, l'environnement est vraiment nice. Puis moi, c'est ma première expérience en équipe nationale. Donc, c'était vraiment une grosse expérience de voir le niveau, voir le jeu des filles, à quel point c'était rapide, voir un peu l'environnement en tant que tel, c'est comment. J'ai vraiment adoré. Puis je pense que c'est une expérience que tu aimerais vraiment vivre à 15-16 ans. Puis ça en vaut la peine, vraiment. Là. Tu vois le niveau, tu vois le talent que les filles ont. À seulement 15 ans, j'étais vraiment impressionnée. Penses-tu que tu es ressortie de là et tu étais une meilleure joueuse? Honnêtement, oui, parce que tu apprends beaucoup au niveau tactiquement, techniquement. Tu vois, c'est comme un niveau, c'est vraiment différent d'ici au Québec. Puis en tant que personne, en tant que personne et non seulement en tant que joueuse aussi, je pense que je suis sortie là puis j'ai beaucoup grandi. Ouais. Tu t'entraînes ici au Centre national avec les meilleures joueuses du Québec, mais tu as aussi un club civil d'appartenance. C'est lequel? Le Lakeshore Soccer Club. Depuis combien de temps? Je suis là depuis à peu près un an et demi. Qu'est-ce que tu aimes de Lakeshore? Honnêtement, je pense qu'on est vraiment un bon club. Non seulement j'ai une bonne équipe, je suis bien entourée avec les filles puis mes coachs, mais c'est aussi le club. Je pense qu'ils ont une certaine renommée. Puis on est vraiment bien encadré. Le directeur technique, c'est John Limniaris. Puis je pense vraiment l'encadrement, il est vraiment bien. Nous avons rencontré Jessica Silva du Centre national afin qu'elle nous dise ce que Sophie doit améliorer. Jessica, qu'est-ce que Sophie doit améliorer pour être la gardienne numéro 1 de l'équipe féminine des moins de 20 ans? Ses prises de décision et au niveau de sa reconnaissance de son positionnement sur la boîte. Je pense que Sophie a un côté mental qui est quand même assez forte, mais c'est sûr que pour un gardien de but, c'est un des plus grands défis pour qu'ils puissent performer au meilleur d'eux-mêmes. Sophie croit de son côté qu'elle doit travailler son aspect mental et sa distribution. Qu'est-ce que tu dois travailler le plus sur ton jeu? Je pense au niveau mental et au niveau technique aussi. Technique, je dirais plus ma distribution puis mes longues balles. Et mental? Mental, je crois que c'est un peu plus dur pour une gardienne. Donc, je pense que c'est vraiment rester concentré à travers tout le match. Les Jeux d'été du Canada sont à Winnipeg cet été. C'est quoi tes objectifs par rapport à cet événement-là? Je pense que c'est premièrement faire l'équipe. Ça serait vraiment un gros rêve pour moi. Puis vraiment améliorer mes petits détails techniques que je dois améliorer. Je pense que ça pourrait me permettre d'arriver à ce niveau-là puis être capable de performer si jamais je peux jouer, puis si jamais je réussis à faire l'équipe. C'est quoi là, qui s'en vient pour toi là, dans les 3 à 4 prochaines années? Là? Tu te vois où à long terme? Bien, premièrement, il y a les Jeux du Canada cet été. Ça, je pense en ce moment, c'est mon main focus. Puis ensuite, il y a la Coupe du monde des 17 qui s'en vient en 2018 aussi en Uruguay. Ça, c'est vraiment mon objectif à long terme. Puis on va continuer peut-être aux universités américaines. Je commence à penser à ça. C'est vraiment dans ce niveau-là que je m'enligne.
Donc, tu vas voyager pas mal, être pas mal occupé dans les prochaines années. Ouais. J'aime ça. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Après la pause, le débat de la semaine avec Patrick Leduc. Notre débat de la semaine porte sur la question suivante. Devrait-on avoir une équipe de MLS à Québec pour créer une rivalité avec Montréal et surtout pour développer la culture soccer au Québec? Étant moi-même natif de la vieille capitale, j'ai eu l'occasion de participer au débat. Notre débat cette semaine à Génération Soccer, devrions-nous avoir une équipe de la MLS à Québec pour créer une rivalité avec Montréal et une véritable culture du soccer au Québec? Pour en parler avec moi, Samir Grive, le directeur technique du Royal de Beauport, également entraîneur-chef de l'Université Laval, le Rouge et Or, côté masculin. Merci d'être ici. Bonjour, Patrick. Olivier Brett, les rôles inversés aujourd'hui. Également, un monsieur soccer de Québec, originaire de la vieille capitale, ancien joueur du Dynamo de Québec, entre autres. Et la Bible, Jean Gounel, qui va nous apporter un éclairage peut-être un peu plus décalé sur une possible rivalité entre Montréal et Québec au soccer. Je commence avec toi, Olivier. Ouais. Tu es un gars de Québec, une équipe de la MLS. Qu'est-ce que ça te dit? On pourrait peut-être amener la USL à un partenariat, avoir 2 divisions puis des montées-descentes. À ce niveau-là, je pense que ça pourrait être intéressant. À court terme, par contre, je suis pas certain que c'est dans l'intérêt de la MLS dans son ensemble parce que ça fait déjà la file. Il y a quoi, une douzaine de villes maintenant qui ont posé leur candidature? Pas un deuxième processus d'expansion à Québec pour les prochaines années? Pas pour le moment. Pas pour le moment. C'est un peu surréaliste. Tout à l'heure, Patrick, tu parlais de remettre une rivalité entre les Bleus et les Rouges. Je pense qu'on va commencer à la faire d'abord au niveau du hockey. Comme vous le savez, on a un super amphithéâtre. On n'a pas d'équipe, mais il est bien rempli parce que les Montréalais nous taquinent beaucoup là-dessus. Mais d'abord, le premier obstacle pour moi est d'ordre financier. Ça coûte 150 millions aujourd'hui, une franchise. À l'époque de Montréal, c'était 40. Toronto a payé 10. Oui. Il y a ça, et je pense qu'avec toute cette équipe professionnelle des Nordiques qui risque de faire un retour, dans un marché comme Québec qui est petit... Bien, moi, je pense que c'est un marché. Je l'ai vécu pendant 2 saisons avec l'Attaque de Trois-Rivières, et ça, c'était seulement la CSL. Et on a senti qu'avec des joueurs locaux et des joueurs locaux potentiels pour jouer en USL à Québec, il y en a. J'ai aucun doute avec ça. Évidemment, on pense à Anthony Jackson-Hamel qui vient de la vieille capitale. Et je pense qu'on aurait de quoi nourrir l'identité de la ville de Québec. Parce que ça, c'est important. On regarde les remparts, il y a un attachement aux gars de chez nous. Tu regardes le Rouge et Or, que ce soit au soccer, mais surtout en termes de nombre, au football universitaire, c'est cet attachement-là aux gars qui représentent la ville. C'est nécessaire d'avoir une soupape pour que les gars qui sont formés dans la vieille capitale soient capables de jouer au plus haut niveau. À l'époque de la NASL, il y avait une règle qui interdisait qu'on installe une franchise dans un certain rayon, et ça comprenait la ville de Québec. Est-ce que, là j'y vais avec toi, Jean, est-ce que l'Impact a raison de s'opposer à ce qui est éventuellement la formation d'un club professionnel à Québec? C'est voir les choses par le petit bout de la lorgnette, parce que plus il y aura de jeunes capables de se développer dans d'autres sphères, plus effectivement le niveau va monter. C'est qu'à partir du moment où on a décidé de mettre la clé dans le FC Montréal au mois de décembre dernier, tu as besoin de clubs, à mon sens, au Québec, pour que tous les jeunes qu'on a vus partir, les Reggie, les Mastacacher, qui sont partis jouer ailleurs, que ce soit à Ottawa, que ce soit aux États-Unis, bien moi, je trouverais ça extraordinaire qu'on puisse, si on sort de cette structure de l'Impact, aller jouer à Québec. Et ça, je pense que ce serait un moyen de faire profiter les 2 clubs dans ces circonstances-là. Ça peut pas juste être une franchise USL à Québec. Il faut que ce soit une franchise de Québec à Québec. Et ça, c'est parfois 2 choses bien différentes. On va s'amuser un peu. Samir, tu es le premier entraîneur de cette nouvelle franchise à Québec et tu as un budget pour un joueur désigné. Qui est-ce que tu vas chercher pour bâtir ce projet qui doit accrocher la population? Je me garde encore en forme, hein, Samir, en passant. Mais Olivier, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, j'allais chercher Olivier Brett, que j'ai eu le privilège d'avoir eu au sport-études. Tu fais jouer à quelle position? Oli? Banc gauche. Là, aujourd'hui, je le mettrai devant la défense. Il y a une belle frappe devant, etc. Beaucoup de plaisir à avoir coaché Oli au sport-études. Mais on a aussi dans la région des joueurs qui étaient avec l'FC Montréal, comme Dominique Morin. Ouais. Il faut bâtir... C'est des jeunes joueurs, hein. Ils sont très jeunes. Donc, gérer avec un noyau. Et je pense que c'est important d'avoir un noyau identifié
à la ville. Et je pourrais compléter avec des joueurs qui ont déjà tâté du pro, donc Kevin Cossette qui a été dans le club école d'Orlando, Samuel Georget, Olivier a joué avec lui. Samuel Georget me rappelle qu'en 2012, nous avons gagné le championnat canadien avec Beauport. Il a été approché par le FC Edmonton qui voulait l'avoir. Il y a un autre scénario qu'on n'a pas abordé, c'est cette éventuelle Ligue canadienne où il pourrait y avoir hypothétiquement une équipe de Québec dans ce nouveau circuit professionnel canadien. Est-ce que ça prend une rivalité au sein du circuit entre Montréal et Québec? Je pense que financièrement, ce serait mon premier argument si j'étais la Ligue canadienne pour convaincre Joey Saputo, parce que c'était un des facteurs importants qui a mené à la dissolution du FC Montréal. Je pense que ça, ce serait un argument de taille. Maintenant, je vois pas de concurrence avec une équipe senior professionnelle si on parle d'une même ligue, que ce soit la Ligue canadienne, que ce soit la USL, parce que ceux qui ont l'ambition de passer en MLS vont aller à l'Impact de Montréal. Est-ce qu'on devrait aller encore jouer des matchs de l'Impact au PEPS de l'Université Laval? C'était génial, c'était plein. C'était génial. Ouais. Mais pour les joueurs, c'était pas nos meilleures performances. C'est ça, je vais être le premier à le reconnaître. L'Impact peut jouer un rôle dans l'avenue d'une équipe professionnelle parce que si on voit que des gens se déplacent à coût de 10-15 autobus, bien, on peut se dire qu'on serait peut-être capable de remplir un stade à Québec. Oui, mais justement, si ces gens-là ne viennent plus au Stade Saputo et restent à Québec, est-ce qu'on n'est pas perdant du côté de l'Impact? Est-ce que c'est pas ça la crainte? Mais moi, OK. Ça, je comprends que stratégiquement, d'un point de vue d'affaires, ça peut être une inquiétude, mais je pense que tu peux faire les deux. Je le vis quand je vais en Irlande. J'ai un paquet d'amis qui supportent leur équipe dans le championnat irlandais et qui supportent une équipe en Angleterre. Continue d'aller en Angleterre 2, 3, peut-être 5 fois par année, mais à toutes les semaines, l'équipe où ils ont un billet de saison, bien, c'est leur équipe du championnat irlandais. Je pense que la même chose pourrait se passer du côté de Québec et Montréal. Là où ce serait intéressant de voir, c'est comment tu ficelles ton calendrier. Si c'est possible d'avoir toujours une équipe qui joue à la maison, qui joue au Québec à chaque fin de semaine, bien ça, ce serait extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir participé au débat. Merci bien. Merci. J'espère que cet épisode de Génération Soccer vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Génération Soccer vous était présenté par le lait au chocolat. Récupère, recommence. L'équipe de Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio de marque AKG.